Bonsoir tout le monde! On s'en va au point de presse de Michel Therrien. Attendez un peu, là, je vais peser sur pause, là, parce que là, ça a parti tout croche aujourd'hui. Nous autres, on parle à peu près 5 minutes, puis on pense qu'on est en direct. Eh bien non, on n'était pas en direct. Eh bien non, nous autres, on parlait, on débattait. Attends un peu, Yannick, attends un peu. Merci. J'aimerais féliciter les arbitres qui m'ont sorti de mes gonds, qui m'ont peut-être fait peser sur le mauvais bouton quand j'ai voulu partir le show. Je suis vraiment désolé. Mais moi, nous autres, on était partis. Vraiment, là, on va rappeler à nos auditeurs que Ellie voulait poser une question à JD en partant, parce qu'on en parlait hors d'onde. Vas-y donc, Ellie, la question que tu voulais poser à JD. Ben, c'est parce que JD nous disait qu'il est allé aux danseuses. Pas aux danseuses. Hey, t'entends ce que tu veux? C'est encore pire. Il disait, je suis allé chez la masseuse pour la première fois hier. Puis là, ça a coupé. Puis là, on n'a pas eu le temps de développer. Ça fait que je voulais savoir comment ça a été. Mais là, c'est plate parce que ça fait 2 fois t'as redit. Ça fait que moi, je vais en rire moins. Mais le monde n'a pas entendu. Non, je disais simplement que c'est la première fois de ma vie que je vais voir une masseuse professionnelle. Là. On s'entend, c'est pas rien d'illégal. Parce que c'est un message de couple. Ma femme était à côté aussi, OK? Bon, on s'entend. Puis je suis pas chiant, là. Mais je vais dire qu'elle avait les mains douces en maudit, par exemple, puis j'en revenais pas. Je pense que j'ai dit à la petite fille, j'ai dit, je pense que je vais y aller à tous les jours. Petite fille. Petite fille, j'ai 50 ans. Là, ah écoute, ouais, j'avoue, j'avais pas vu ça de même. Ouais, elle avait peut-être avoir 20-22 ans, je sais pas. Ah, il masse bien à cet âge-là. La mienne a 28, fait que c'est même pas si pire. Mais quand qu'elle masse, comme on dit. Bon, vous avez entendu Eddie, vous avez entendu Ellie. Je vais refaire mon intro que j'ai fait tantôt. On va y aller comme ça. Sérieusement, moi aujourd'hui, je suis en tabarnak. Oui, je suis en tabarnak. Puis je vais le dire encore. Puis aujourd'hui, je pense que je vais laisser beaucoup plus la parole parce que surtout sur ce match-là, le call de Radulov, qui en était pas un pour moi. Le call contre le chat, qui en était pas un pour moi non plus. La rondelle de lancer des estrades, qui était absolument évidente, qui n'a pas été callée par les arbitres. Chat sort du banc des pénalités. Tom Wilson, il sort le genou. Pas de call. Asti, là, Gérard, je vais te dire, ça va arriver 1 ou 2 fois par année que je vais caller les arbitres sur un 2 points. Je sais qu'il y a peut-être JD qui va dire plus souvent, ou certains autres vont peut-être le dire plus souvent. Mais aujourd'hui, là, on se fait voler 2 points par les EF. Puis je vais vous laisser entendre Michel Therrien, le petit bout qui a parlé sur la punition de Andrew Shaw. Et on revient tout de suite après avec nos panélistes qui vont donner leur opinion sur le match. Autre chose, Andrew Shaw a occupé d'une punition l'autre fois un peu plus douteuse. Ce soir, cette punition, disons, qui était... Ça, vous comprenez, il y a des punitions qui sont dans le jeu, puis il y a des punitions que c'est de l'indiscipline totale. Ce soir, ça, c'est pas une punition. On s'entend tous là-dessus. Là. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que si son nom est autre que Andrew Shaw, il reçoit une punition quand même? Tu penses, à ton avis? Oh, je ne veux autant pas embarquer là-dedans. C'est comme la punition à Radulov. Ça, je ne veux pas embarquer là-dedans. Il a été poli. On va se le dire, là. Il a été poli, notre coach. Très, très poli. Il a juste dit qu'il voulait pas embarquer là-dedans, qu'il n'a pas aimé la punition non plus de Radulov. Moi, sérieusement, aujourd'hui, je pense qu'on se l'est fait voler. Je vais te lancer, JD, sur le match. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, ici? Bon, pour ce qui est des punitions... l'arbitrage est terrible cette année, je trouve. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve que, personnellement, je trouve que l'arbitrage est pas bon depuis qu'ils sont allés à un système de 2 arbitres. Pour la simple raison que tu emmènes 2 jugements sur la patinoire, puis aussi tu as doublé le nombre d'arbitres. Donc, tu as emmené des arbitres de la Ligue américaine qui sont soit pas prêts pour la Ligue nationale ou pas compétents pour la Ligue nationale. Le jeu est trop vite pour eux autres. Puis ça donne ce que ça donne. Mais je suis d'accord avec toi, par exemple, là, peut-être au cours du dernier mois, on dirait que c'est pire qu'avant pour le Canadien. Puis je suis un partisan du Canadien. J'essaie, par contre, de vraiment de regarder ça d'un point de vue aussi neutre que je peux, mais ça n'a pas de bon sens du tout. Je trouve que les punitions qui ont été appelées puis pas appelées, je vais donner l'exemple là, du but refusé, ce qui aurait dû être le 2e but à Radulov, que Pacioretty a bumpé sur Holtby. Je suis d'accord avec le fait que ce but-là, Holtby, il y a eu de l'interférence. Là où je suis pas d'accord, par exemple, c'est que lorsque Carey Price s'est fait sortir contre les Rangers, puis Rick Nash a compté ce but-là, il n'y a pas eu de punition là-dessus. Ils ont regardé le but, puis ils l'ont accordé. C'était quoi l'excuse? Où, là? Ben c'est ça, c'est où qu'on est là-dedans, là? Moi, je suis rendu, comme je vous dis, là, je suis rendu dans ma 50aine, puis il va falloir qu'on me réexplique les règlements parce que je comprends plus rien avec la manière qu'ils callent les matchs.
Puis sur ce but-là, qui avait été refusé, Carey Price, qui avait été tiré hors de son net, il avait dit que Carey Price était plus dans son demi-cercle et que le contact avait eu lieu à l'extérieur du demi-cercle bleu. C'est exact. Puis je suis d'accord, moi aussi, que le but de Pacioretty était pas bon, là. T'sais, il a fait un Gallagher de lui-même, il était en avant du net, il a trébuché, il a tombé dans le goal. Je suis d'accord, c'était un no-goal. Mais il était pas dans le cercle, il était pas dans le cercle du goaler. Non, c'est le même genre de situation, tant qu'à moi, que le but qui a été refusé à Price. T'as bien vu ça. Moi je suis d'accord avec ça. Je vous le dis aujourd'hui, je vais prendre ça à l'air, puis je me sens vraiment craqué. Élie, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, j'étais en train de chercher c'est quoi les noms des arbitres qui étaient là à soir, genre, parce que j'ai peut-être une petite théorie. J'ai vu beaucoup de nouveaux arbitres aussi arriver dans la Ligue nationale cette année, ou des noms que je connaissais pas. Peut-être que c'est pas des nouveaux directement, mais c'est du monde que je connais pas. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être de ça aussi qui veut là-dedans. Peut-être pas nécessairement. On dirait que c'est du monde puis qui essaie de faire leur nom, pas de, ou de faire leur place en donnant des punitions d'ego un peu pour montrer c'est qui le boss. C'était Kendrick Nicholson puis Gord Dwyer qui était là ce soir. Ouais, Gord Dwyer, c'est un vétéran. Gord Dwyer, c'est correct, mais c'est Kendrick. Puis l'autre fois, il y avait genre un arbitre russe. C'était la première fois que j'avais vu ça. Ouais. J'ai rien contre ça, là. Mais c'est pour dire qu'on est rendu là. Puis c'est cool. C'est pas ça. Mais ça vient peut-être avec l'envers de la médaille qui est du monde qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves, qu'il faut qu'ils fassent leur nom, qu'il faut qu'ils imposent leur je sais pas comment dire, dans le sens un ref, il faut qu'il se fasse respecter, j'imagine. On dirait qu'il y a bien des calls qui sont de même, des calls que si tu me parles, OK, va-t'en, si toi, t'es trop vocal ou tu fakes, je vais te repogner après. On sent que Shaw est visé. Puis ça, ben, c'était pas vraiment... On dirait qu'on avait perdu un peu ça dans la Ligue nationale. Puis là, ça revient un peu comme old school, on dirait, tu sais, les gars qui veulent absolument comme essayer de contrer l'effet de chat, dans le sens, on va le limiter tout de suite en lui donnant une punition, un peu à la vieille façon, là, tu sais, dans le sens qu'on va le fouetter pour qu'il se reste calme, là, tu sais. Mais en tout cas, à soir, c'était dégueulasse. Ils ont fait à peu près la même chose avec Brandon Prost. Vous vous souvenez, c'est une des raisons pourquoi que Bergevin l'a échangé. Hein. Les arbitres avaient commencé à appeler des punitions contre Prost à cause qu'il avait parlé contre les arbitres une fois. Je pense qu'il avait dit qu'un arbitre lui avait lancé des noms, de quoi de même. Il avait dit ça dans les médias. Puis après ça, les arbitres ont commencé à appeler pas mal de punitions bizarres contre lui. Puis la saison d'après, Prost était parti. Ouais, puis c'est de valeur un peu. Je comprends aussi qu'eux autres doivent imposer le respect, puis que d'une certaine façon, c'est une façon de le faire. Mais je trouve que pendant ce temps-là, puis pendant leur apprentissage ou ben, nous autres, on perd du spectacle, puis à soir, c'était flagrant. Les arbitres ont raté le bateau, puis en même temps, c'est frustrant. Là. Quand c'est de ton bord, c'est vraiment dégueulasse. Puis le Canadien, plus souvent qu'à notre tour, on dirait que soit on a des boucs émissaires faciles, ou bien soit on pogne tout le temps des astis de noobs qui ratent leur shot, mais en bout de ligne, c'est difficile de ne pas en être frustré. T'sais. C'est des points importants. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, le Canadien a joué un match honnête. Les tirs au but total des deux équipes, c'est 50 contre 49, ce qui me dit que le match était quand même égal. Les revirements, ça a été 14 contre 11 en faveur du Canadien. Tir bloqué, 18-15 en faveur des Capitals. Les mises en échec, 35-25. C'était un match qui était égal. Puis la pénalité à chat, je la déteste encore plus. Le Canadien, ça fait 5 minutes qu'il bourdonnait. Galchenyuk venait d'avoir une chance sur un jeu de Radulov à terre qui a poussé à la puck en avant. Il y a eu une chance en or. Le Canadien il dominait, ça faisait à peu près 5 minutes. Le Canadien était vraiment dans la zone des Capitals. Donne une pénalité à chat. Pète le rythme complètement. Man, moi, sérieusement, là, c'est rare, je vais parler d'un vol, mais je pense qu'aujourd'hui, on s'est fait voler 2 points par les Zébrés, puis ça me met en crise. Je suis vraiment fâché. Puis là, demain, on va affronter les Oilers, ils sont reposés. On va espérer qu'ils vont sortir à soir au chez Paris, sûrement. Sûrement. Eux autres, surtout les jeunes. McDavid n'a jamais été là. Aïe, ils vont tous sauter dessus ben raide. Non, mais... Il y a eu un échange... Je pense que c'est plus... Il vient d'avoir un échange dans la Ligue nationale. Je lis ça présentement. Les Prédateurs de Nashville ont acquis Vernon Fiddler des Devils du New Jersey pour un choix de 4e ronde en 2017. Fiddler, c'est un attaquant de 36 ans. On dirait qu'ils se préparent, eux autres, à se débarrasser de Ribeiro, puis ils sont allés chercher un autre vieux à la place. Ribeiro a été placé sur le balatage, il n'a pas été réclamé. On rappelle que les Prédateurs sauvent 381 000 sur la masse salariale. C'est seulement ça, mais ça leur a sûrement permis d'aller chercher Fiddler qui était avec les Stars de Dallas. C'est peut-être un move. Là,
On a perdu un autre soldat. Ouais, on va l'appeler de même parce que c'est vrai que c'est un soldat. Dano s'est blessé au haut du corps. Terrien n'a pas rien dit dans son point de presse. Il a juste dit blessure au haut du corps. Bon, on peut s'attendre au haut du corps. Au haut du corps, c'est l'épaule ou c'est une commotion cérébrale. Il n'y a pas grand-chose au haut du corps. Là, on va se dire tout de suite. Là. C'est le coup, peut-être. Je vois pas comment le coup, en tout cas. Là, mais bon, ça va-tu nous lâcher un mané? Sérieusement, là. Ça va-tu arrêter les blessures un mané, là? Certains autres vont être contents. On va parler de la blessure de l'anneau pour commencer, mais vous en pensez quoi, vous autres? Croyez-vous que c'est grave? Croyez-vous que ça peut être à long terme? Je sais pas, une blessure au haut du corps, quand ils donnent pas plus de détails de même. Me semble que c'est le gros problème de ne pas donner de détails, c'est que le monde y panique parce qu'on ne sait pas, ça peut être. Ils ne peuvent pas le savoir là, parce que d'après moi, il va y avoir des tests qui vont être faits sûrement à soir. C'est sûr. Puis, mais en même temps, je pense que ça serait pas catastrophique, mais ça serait un esti de coup parce que là, on commence. Mais non, mais Ellie est dernier, là. Ah, fuck. Mais ça, c'est. Le pire, c'est que c'est une très bonne roue de secours. Là. On va s'entendre que dans les circonstances, on est tous contents qu'il soit là. S'il était blessé, là, on commencerait à paniquer un peu plus. Sauf que malgré tout, on peut pas rouler sur 3 roues toute la saison et espérer arriver premier. Tu sais. C'est ça l'affaire. Ouais. Hey, quelle belle image. Quelle belle analogie. Là, je close là-dessus. Parce que ce qui arrive, c'est que Dano a quasiment les mêmes nombres de points que Plekanec. Mais là, dernièrement, Plekanec, il faut lui donner ça. Là, il en crée des affaires. Il crée des affaires à l'attaque. Dernièrement, je pense que ça va mieux. Je sais pas si c'était vrai l'affaire de fracture qu'il avait eu, là, une fracture à une main. Je sais pas si ça a été vrai, mais dernièrement, il joue bien. Il faut lui donner ça. Oui, là, tu vas rentrer des harnais. Il a créé pas mal d'opportunités dans les estrades à manger des hot dogs aujourd'hui, on dirait. Ouais. Là, la question va être posée parce que là, ça a été posé sur mon groupe aussi. Il y a Wingster sur le chat qui en parle. Ribeiro ou Desharnais? Fuck Ribeiro, come on, les boys. Non, je sais, mais moi, j'ai dit fuck Ribeiro. Mais c'est moi, je me disais, je sais pas, moi, j'aimerais peut-être mieux un style Ribeiro, mais en même temps, JD m'a comme remis tout ça de ma place, qu'il est rendu lent, que, tu sais, là. En tout cas. Okay. Il est lent, c'est un bon playmaker. Il est lent. C'est une pomme pourrite, esti. Tu veux pas ça. Tu veux même pas toucher ça avec un stick de 10 pieds. Mais Weber a joué avec pendant longtemps. Là. Ouais, mais tu sais pas. Je veux dire, c'est pas, Weber, c'est pas. Il va pas. Chris, il va pas le rendre moins cave. Là. Non, je veux dire. Il y a toujours eu des problèmes, puis je veux pas voir ça proche de nos jeunes. C'est un gars qui a déjà vécu Montréal, il peut leur compter des affaires, leur monter la tête, patati patata. C'est une mauvaise influence, puis il y a absolument aucune raison de le ramener à part son prix. Puis même à ça, je pense que ça serait vraiment une grave erreur. Si Piqué Souban ne fitait pas à Montréal, penses-tu que Ribeiro il fit? Moi puis Yannick m'a posé la question avant le show, là. J'ai dit, écoute, au moins Desharnais, il s'entend avec tout le monde dans le vestiaire. Au moins, c'est le bon chum à Pacioretty, puis il s'entend bien, c'est un bon joueur d'équipe. Il s'assit dans les estrades et dit pas un mot. Je veux dire, Ribeiro, c'est pas la même affaire. On ne parle pas de la même attitude, là. En ce qui me concerne, moi, je dis ni un ni l'autre, là. Qu'on aille chercher Hansel, qu'on n'aille pas chercher Ribeiro. Si t'es pour faire de quoi de même, là, puis débarrasse-toi de Desharnais. OK? Au moins, tu vas aller chercher, tu peux te dire, au moins, tu vas chercher un gars qui est bon ses face-off. Ribeiro, il est pourri ses face-off, t'as 41%. Puis, il est lent, puis il a un mauvais caractère. Là, il y a Guy sur le chat. Guy dit, lui, il prendrait Ribeiro, puis il aurait dit, Eli, ça en prend des bombes dans une équipe. Non. Ça prend des bombes sur la glace. Je suis bien d'accord avec ça. Ça prend pas des bombes hors glace. Non, pas avec nos jeunes, les Konen, avec des Galchenyuk, avec des... Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est une crise de belles nuances que tu viens de faire là. Man. Ça prend des bombes sur la glace et non pas à l'extérieur de la glace. Puis, c'est très difficile parfois d'avoir un sans l'autre. Mais dans le cas de Ribeiro, c'est clairement un sans l'autre, dans le sens que il va pas amener du chien sur la glace, quoique c'est un petit joueur sournois qui vous le savez, vous rappelez, un fakeux notoire puis capable de faire chier l'autre équipe. Mais ça reste que... Moi, je suis vraiment pas d'accord. Puis il y a du monde qui vont donner des arguments pour, puis qui auront des bons arguments. Je comprends que ces chiffres sont là. Puis là, ils vont me dire, il a maturé, Siradulov l'a fait, lui aussi. Moi, je me souviens qu'il avait fait un documentaire RDS pour dire qu'il avait comme tout arrêté dans sa vie, puis que, tu sais, avec les gros violons en arrière.
Puis 2 semaines après, on a entendu une histoire sournoise avec la gardienne chez eux. Ça fait que, tu sais, ce gars-là, moi, selon moi, est irrécupérable, puis c'est plate. Je pense pas que c'est une mauvaise personne. Je pense juste que c'est pas le bon fit avec nous autres à ce moment-ci. Il y a trop de jeunes influençables. Je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Là, on va revenir aussi là-dessus que Delarose... ça a chialé pas mal sur les réseaux sociaux. Delarose qui a joué le match et non David Desharnais. Bon, j'ai essayé de l'expliquer à certains, de leur dire, tu sais, on parle d'un gars de 4e trio, désavantage numérique, puis tu sais, Desharnais, c'est pas sa place, une 4e ligne, il est pas bon défensivement, puis c'est pas grave, là. Il y a rien de mal à pas être bon défensivement. Desharnais, c'est un fabricant de jeu, on le sait tous. Puis, tu sais, le dernier match à l'aise, c'était difficile. Puis Andrigetto, je trouvais qu'il jouait du bon hockey, moi, dernièrement. Puis il a encore joué un solide match aujourd'hui, je pense. Fait que là, on va revoir Desharnais embarquer dans l'alignement. À mon avis, il va mettre Desharnais avec Shaw et... c'est qui l'autre allié, donc? J'ai un blanc. Avec Andrigetto, excuse. Desharnais avec Shaw et Andrigetto, peut-être c'est à 3. Il va laisser Plekanec avec Lekonen et Byron. Là, on peut s'en sortir de Dano, tu sais, j'espère que ça sera pas trop grave, là, parce que là, Gallagher, il est à quoi, là? Il s'est blessé il y a à peu près 3 semaines, donc il est à peu près T'as-tu vu la reprise? T'as-tu vu de quoi? Non, ben ils ont montré une reprise qu'il a fait comme un croc en jambe, il a comme tombé sur le dos, mais ils ont rien montré d'autre, là. J'ai rien vu vraiment que tu le vois qui sort en douleur ou rien, là. Il est parti au vestiaire pendant la game, on l'a su. Ah, sûrement qu'il s'est coupé à la lèvre, puis il est jamais revenu. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir, là, tu sais, là. Il a raté, je pense, les 9 dernières minutes du match. Mm-hmm. Ouais, mais Galchenyuk a quand même bien fait pour les 9 dernières minutes, à côté de Radulov et de Pacioretty, on va se le dire. Là. Ouais, mais Radulov, on peut-tu en parler 2 secondes? Encore! Mais c'est parce que... Quel match! Sacrément! Je veux dire, ce gars-là, je sais qu'on se répète, là, mais c'est incroyable qu'est-ce qu'il est capable d'amener. Genre, j'ai jamais vu un joueur que son talent... c'est d'être un joueur complet. C'est vraiment ça son grand talent, c'est d'être un bon dans plein de facettes. Genre. C'est comme un grinder de luxe, capable de passer, capable de shotter. Je sais pas quoi dire, même d'autres que wow, puis une chance qu'on l'avait pour le spectacle. Il nous a donné tout un spectacle à soi. Il y a Pop sur le chat qui dit il a déjà eu par le passé des problèmes avec son dos, Dano. Je me rappelle, je pense que c'est là 2 ans, il a été opéré au dos avant la saison contre la saison qui a été échangée pour le Canadien. Au début de cette saison-là, il avait été opéré, si je me trompe pas, au dos. Il m'a donné un flash, là. J'espère que c'est pas ça. On va espérer que c'est pas ça. Vas-y, j'ai dit sur Radulov. Oh, j'en reviens pas, moi, ce gars-là. Je veux dire, il n'y a pas un gars, justement, j'en parlais avec ma famille ici quand on regardait le match. J'ai dit, écoute, c'est le gars le plus talentueux que le Canadien a eu au cours des 20 dernières années, certains. Puis j'inclus Kovalev là-dedans, parce que le talent, si ça ne travaille pas, là, ça vaut pas de la merde. Puis j'haïssais Kovalev à cause de ça. Mais je vais dire de quoi j'adore Radulov à cause de son éthique de travail. Puis le fait qu'il est talentueux, genre, c'est incroyable. Je veux dire, le jeu qu'il a fait, la patience qu'il a eu de couper vers le milieu sur le but refusé, là, puis il n'y a aucune chance. Même si Pacioretty n'aurait pas bumpé, il comptait pareil. Ouais. C'était bing. Ça a frappé la barre transversale ou le poteau, puis ça a rentré tout de suite. C'est dommage là, que Pacioretty ait touché au goaler, mais il est incroyable, Radulov. Je veux dire, ses passes. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa vision pour les passes, puis comment il fait de belles passes aussi pour des gars comme Pacioretty ou des gars comme Galchenyuk. Ouais, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Sérieusement, il manque de qualificatifs pour ce gars-là. Puis à Montréal, il est tellement boosté par Rappelez-vous le match à l'étranger qui se faisait huer à Nashville. Ça l'a tellement craqué, là. Lui, là, ce genre de pression-là, quand il est à Montréal, le monde crie, là. Puis quand la foule se lève, ce gars-là, on dirait qu'il suit la foule. C'est capotant, là. Tu sais, Mané Canadien, c'était 1-0, là. Là, Radulov a embarqué sa glace, la foule a commencé à crier, là, go, let's go, là. J'ai fait, puis t'as vu Radulov pogner la rondelle, mon homme, craqué dans le coin, tombe sur le dos, se relève. J'étais comme, ce gars-là, là. Quand je dis qu'il n'y a aucune chance qu'il aille ailleurs, là, ben c'est pour ça. C'est à cause qu'à Montréal, on est des passionnés, des vrais passionnés. Puis la plupart sont des excellents connaisseurs de hockey. Puis on reconnaît son juste talent. Il a pogné plein de 2 minutes cette année, Radulov. Là. Je pense que 60 ou 40 quelques minutes ou 50 minutes de pénalité, si je ne me trompe pas. Puis c'est bizarre, on ne change jamais sur ces pénalités. Bon, aujourd'hui, je vais le dire, la pénalité, tant qu'à moi, si t'en étais pas une.
Mais en général, il y a plein de pénalités qui ont coûté des buts, mais on ne chialera jamais sur ce gars-là parce qu'il va t'en donner. Moi, sérieusement, là, c'est quand, tu sais, m'en allait dire exactement ce que Wingster a lancé sur le chat. Il dit dire que certains, en début de saison, l'ont comparé à Semin. Fallait vraiment le faire pareil, comparer Radulov à Semin. Sérieusement, on s'entend. Puis attends, là, c'est pas fini. Regarde, là, ben, que les séries commencent. C'est le genre de joueur qui va élever son jeu dans une série. Ouais, ben d'accord avec ça. Je pense qu'il va en mettre plein la vue. On n'a pas fini d'en entendre parler de ce gars-là, là, on va se le dire. Là. Bon, les boys, comme c'est une version après-match, qu'on a fait pas mal le tour du match des Capitals, on va passer aux jeunes Oilers d'Edmonton. On va vous faire un avant-match pour demain, parce que demain, il n'y aura pas de show. On va l'annoncer tout de suite aux auditeurs. Demain soir, on prend un break pour le Super Bowl. Le show était supposé être à 6h30 à 8h, mais on a décidé de prendre congé, tout simplement. Fait que demain, il n'y aura pas de show d'Hockey sans limite. On va revenir mardi. La question Hockey sans limite, on va en parler mardi avec Mike. Mike va nous faire le sondage. Je vais la publier sur Facebook aussi aujourd'hui dans mon groupe pour avoir les votes. Fait que demain, on va vous souhaiter un bon Super Bowl. Mais on va passer à l'avant-match des Oilers. Les jeunes Oilers qui ont perdu 2-1 en Caroline hier, ils vont être opposés, on va s'entendre. Je ne donnerai pas les statistiques et toute l'équipe. On va faire ça à la fin avec vos prédictions sur le chat. JD, je sais qu'il est dans l'Ouest et qu'il les a vus pas mal, les jeunes Oilers. J'ai vu à peu près 7-8 matchs des Oilers cette année. Là. Je cacherai pas que j'en ai vu plus. C'est à peu près ça que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as à nous dire des Oilers, JD, pour cette année à date? McDavid. Ah ouais. OK, je veux dire, cette équipe-là, c'est McDavid. J'ai regardé le match même hier soir après mon massage. J'étais relaxé, puis je regardais le match des Oilers. Et puis... Oui, je me focusais sur le match, oui. Et puis, je peux te dire une chose, McDavid est incroyable. Le but qu'il a marqué hier, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les reprises, mais il était dans la zone adverse. Il a brisé son bâton du long de la bande. Il a patiné jusqu'au banc. On lui a donné un bâton à la ligne bleue adverse du banc des Oilers. On lui a fait une passe. Il y a un défenseur qui a fait une passe transversale. Il est parti sur un breakaway avec le défenseur sur son dos. Il a protégé la rondelle backhand là, du côté du revers. Puis en tombant, il a levé la rondelle top net. Puis il est rentré dans le net avec le défenseur. Je veux dire, le gars, il brise son bâton, en prend un nouveau, reçoit une passe du revers, a l'accélération pour se rendre au filet avec un défenseur sur le dos. Il a le don de protéger la rondelle avec son corps. Et puis, même s'il se fait enfarger, il trouve le moyen de la roofer. Là. Ce gars-là est incroyable. Les autres, moi, je voulais surtout remarquer aussi Nugent Hopkins parce que on sait qu'il y a toujours eu des rumeurs un petit peu entre Montréal puis Edmonton. Puis le nom de Nugent Hopkins revient de temps en temps. Ouais, j'ai remarqué que les Oilers, à la fin du match, avec une minute à faire, avec une mise au jeu en zone adverse, le gardien est sorti, Talbot est sorti pour un attaquant. Nugent Hopkins faisait partie du groupe sur la patinoire pour les Oilers. Donc, c'est un bon signe parce que Eberle était au banc, Lucic était au banc. Donc, s'ils utilisent Nugent Hopkins dans un cas comme ça, c'est rassurant. Mais leur défensive, c'est pas eux. Si le Canadien met de l'échec avant sur eux autres, ils sauront pas quoi faire, ils savent pas où aller. C'est ça. Surtout là, qu'il leur manque Darnell Nurse, là, qui est blessé. Leur défensive est pourrie. Talbot, il est pas pire. OK, c'est un bon gardien. Il est hot puis cold. Là, il peut avoir des bons matchs puis il va allouer des buts là, que tu te demandes comment ça qu'il a alloué ça. Mais si le Canadien met de la pression comme ils sont capables d'en faire, là, puis on ne sait jamais quel match qu'ils vont jouer, le Canadien, là, mais s'ils mettent de la pression comme ils sont capables de le faire, ils vont remporter ce match-là haut la main, mais garder un œil sur McDavid. Ouais, c'est clair. McDavid, hier, moi, je l'ai regardé le match, je l'ai vu quand il a chargé son bâton. Je l'ai vu, cette séquence-là, en direct, puis j'étais comme, tu sais, ce gars-là, il a vraiment des. Tu sais, c'est McDavid. Vous allez voir sa rapidité demain. Vous allez voir à quel point ce gars-là peut être dominant. Il a 60 points, il domine la Ligue nationale présentement. Moi, j'ai hâte de voir. Tu sais, l'effet que le Canadien a joué aujourd'hui. Vraiment, là, ça, c'est un match premium demain, on va dire, au Centre Bell. Puis je m'attends à voir Carey Price devant le net. Moi, il y a plein. L'effet que Michel Therrien. J'ai pas entendu dans la conférence de presse s'il avait annoncé des gardiens de but. J'ai essayé de trouver sur le web s'il avait annoncé qu'il goalait demain. Mais il n'y a pas rien qui est sorti de ça nulle part. Je comprends pas que la question n'a pas été posée peut-être au point de presse. Je l'ai peut-être manqué aussi, là. Mais moi, je reviendrai avec Price demain. Je pense pas que Price a eu un match. On va s'entendre, il a fait des arrêts clés tout le match. Mais il y a eu 30 lancés. Il s'est pas fait rentrer dedans. C'est pas un 40
50 tirs au total, c'est pas hallucinant. Moi, j'en reviens back-to-back avec Price. Puis la semaine prochaine, j'envoyerai peut-être Montoya, peut-être à Boston. Même si Price, je sais pas. Parce qu'on joue Saint-Louis samedi prochain. Puis après ça, on joue dimanche prochain à 19h30 à Boston. Fait que c'est peut-être là que tu pourrais l'envoyer. Anyway, Rask, il gagne rien. Il gagne le Canadien à Boston. Fait que, puis là, Rask est blessé. Fait que ça va pas bien. Là. J'ai toi, Ellie, quel genre de match t'attends demain, les Oilers. Je sais que tu les as pas vus souvent, t'en verras de voir McDavid. Ouais, ben c'est clair. Là, comme justement, on le voit jamais. Nous autres, ils jouent rarement contre le Canadien. Mais justement, ça va être extrêmement le fun de voir. Mais j'aime pas le concept de jouer, que ce soit un match d'après-midi. Ouais. Je trouve que c'est toujours différent des autres matchs. L'intensité est jamais exactement là. Puis là, en plus, ça va être deux matchs en 2 jours. Est-ce que le Canadien peut avoir les jambes molles? C'est possible. Reste à savoir si ça va affecter le spectacle. Moi, j'aimerais ça que ça soit quand même, malgré tout, un beau spectacle. Ça me dérange pas qu'on accorde des buts tant qu'on en marque. À quoi s'attendre? T'sais, le Canadien, ces temps-ci, semble fatigué. Là, si Dano est blessé, ça peut donner un gros coup au momentum de l'équipe. Peut-être que ça va donner aussi la chance à d'autres de se faire valoir, mais en même temps... Je sais pas, man. Moi, je te l'ai dit, ce stretch-là, elle me fait peur. Puis regarde les derniers matchs, ça me prouve que j'avais un peu raison. On semble manquer de ressources, même si on a des beaux flashs encore, puis on est capable de faire des belles affaires. Moi, je vais le dire comment je le vois, là, puis c'est de quoi qui était comme un peu prévisible, tout ce qui arrive présentement. Les joueurs ont tellement step up pendant 2 mois de temps avec les blessures, quand les blessures sont revenues, c'est la nature humaine de se dire « Bon, on peut relaxer un peu plus. » Mais tu peux pas relaxer, parce que les blessures sont revenues dans un moment de l'année où que le hockey devient plus en plus intense. Les joueurs, je pense, on n'a pas parlé du match des Flyers, c'est un exemple probant. Les gars, ils ont marqué le premier but, puis ils ont arrêté de jouer après. Les tirs au but, c'était 4-0, 5-1 pour les Canadiens, puis la première période a fini, les tirs au but, c'était 10-5 pour les Flyers. C'était un peu ce genre de match-là. J'ai l'impression que... Puis le retour des blessures, ça se fait graduellement. Gatchenuk, ça va y prendre une coupe de game encore. Des Harness, c'était la même affaire un peu. À Philadelphie, il était mauvais, mais à Philadelphie, tout le monde était mauvais. Là. Le Canadien a fait son 5e plus bas total de tirs au but avec 16 dans les 10 dernières années. C'est le match qu'on avait tiré le moins de fois dans les 10 dernières années, le 5e. C'est fou, là. Écoute, c'est un match à oublier, on va se le dire. Fait que moi, je m'attends un peu à ça, un réajustement. Il faut comme un réajustement à tout ça. Juste d'attendre que les joueurs qui avaient levé leur jeu d'un cran, qui pensent qu'ils vont prendre sur relax, ils doivent continuer à le lever en attendant que les autres, les Markov, les Nesterov qui arrivent ici, tu sais, t'as Patterson là, qui est laissé de côté encore une fois, puis tu sais, je l'adore Patterson, j'espère qu'il va être là demain. Moi, je pense, je crois pas qu'il est supérieur à Nesterov, mais je pense qu'il est pas mal égal, là. Je pense qu'il devrait donner des moitiés-moitiés à ces deux-là, là. Fait que moi, je m'attends un peu, c'est un peu ça qu'on voit. Le Canadien joue un gros match contre Buffalo. Il arrive le lendemain, ils sont flat. Il joue un bon match aujourd'hui. Là, à mon avis, demain au Centre Bell, il devrait sortir fort. J'ai hâte de voir. Là. Mais il reste à trouver cette constance-là. On va faire noter aux partisans, nos auditeurs, le Canadien n'a pas gagné 2 matchs de suite depuis le début janvier. Bon, il y a eu des séquences de une victoire, une défaite en prolongation, une victoire, une défaite en prolongation. On a eu une séquence de 2-0-4. Là. Faut pas capoter non plus. Là, mais on n'a pas signé 2 victoires de suite depuis le 4 ou le 5 janvier, je me trompe pas. Donc, j'ai bien hâte de voir le match demain contre les Oilers. Moi, c'est vraiment hâte de voir. Toi, JD, qu'est-ce que t'en penses un peu de ça, comment qu'on pourrait dire, cette équipe bipolaire-là depuis un mois, tu sais, un bon match, un mauvais, un bon match, un mauvais, 2 bons matchs, 2 mauvais, T'as-tu une explication qui pourrait être meilleure que la mienne? J'étais d'accord avec Eddie au sujet de la fatigue avant la pause du match des Étoiles. Je trouve que depuis le match des Étoiles, les 2 matchs qu'on a eus, il n'y a pas d'excuse pour la fatigue. Ils ont eu 4-5 jours de congé. 4-5 jours, c'est beaucoup là, en aspect hockey. Les gars ont eu le temps, s'ils voulaient. Moi, je me souviens dans le temps, puis Guy va s'en rappeler, Mike probablement aussi, les plus vieux, c'est que des gars comme Robinson, des gars comme Gainey, ces gars-là, ça s'en allait en Floride pendant la pause du match des Étoiles, s'il n'y avait pas au match des Étoiles eux-mêmes, pour aller passer quelques jours. Même à la fin, quand Robinson était plus vieux, c'était même le Canadien qui l'a envoyé en Floride. Fait que, je veux dire, tu sais, les gars ont le temps de se reposer puis recharger les batteries pendant ces 4 jours-là, passer du temps avec la famille. Mais je suis d'accord avec toi au point de vue relâche. Ces gars-là, avec les joueurs qu'on avait perdus pour de longues périodes,
il y a plusieurs joueurs, des gars comme Mitchell, des gars comme Byron, des gars comme, il aime ça lui se faire appeler Byron. On va l'appeler Tipol. Ouais. Tu sais, ces gars-là, ça a élevé leur jeu tellement pendant une longue période de temps, puis ils ne sont pas habitués à faire ça. Là, ils voient que les étoiles ou les meilleurs joueurs reviennent, puis il y a peut-être un petit peu de relâchement. Ces joueurs-là ont besoin de quelques matchs pour revenir en game shape, comme on dit. Puis c'est une combinaison de tout ça. Price a mieux joué, mais je trouve toujours, moi, qu'il n'est pas le Price d'avant. Je ne sais pas pourquoi. On l'a vu une couple de fois, là, jongler avec des rebonds. Il y en a un qui a presque passé par-dessus l'épaule aujourd'hui, je pense en première période ou en deuxième période. Tu sais, un tir facile, puis ça a rebondi sur le bord du gant, puis ça a frappé son épaule, puis il est revenu dans le gant. Non, c'était un tir d'Ovechkin, ça. Non, c'était pas un tir d'Ovechkin. C'était pas lui, ok. Non. C'est un tir presque la ligne bleue. Là. Moi, personnellement, depuis 5-6 matchs, j'ai revu le Price d'avant. Ben, je pense que c'est l'équipe devant lui qui donne peut-être plus de chances de marquer. Il y a eu comme un petit relâchement, comme on parlait. Mais moi, quand je regarde Price, là, tu sais, je l'ai regardé. Il contrôle pas ses rebonds comme il le faisait avant. Ouais, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste ça, mais ça, on s'entend que ça se corrige assez bien. Puis je pense qu'il le sait. L'important, c'est d'arrêter la première rondelle. Tu sais, on va se le dire, là. C'est pas le seul gardien. Je pense que c'est le seul hic. Il va les chercher souvent. Tu sais, il va donner un retour, puis il va aller chercher avec sa mythe. Tu sais, normalement, Price, c'est le retour, puis il l'a en avant de lui à ses pads, puis il la gèle. Là, il va l'envoie dans le coin ou il gèle. Ouais, exactement. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais côté, voir la rondelle, bien la suivre, des déplacements, je le trouve, qu'il est revenu vraiment comme il était avant. Mais, tu sais, l'important, là, c'est qu'il s'était pas rendu vers la fin. On va s'entendre. Là. Ça me dérange pas, moi. Pop, je suis d'accord avec toi. Bergevin doit appuyer son coach. Je suis 100% d'accord. Puis je suis sûr qu'il travaille sur quelque chose présentement. Ouais, moi aussi. Donc, attendez-vous, là, le Canadien, il lui reste quoi, une semaine là, avant le break annuel? Là, toutes les équipes ont un break de 5 jours. Là. Attendez-vous pendant le break de 5 jours qu'il va se passer de quoi? Ce break-là va faire du bien, moi, je pense. Moi aussi, je suis convaincu. On a su, tout le monde le sait, on en a parlé dans les derniers épisodes, comme quoi les défenseurs sont en demande cette année. Beaucoup de demandes, peu de donneurs. Bergevin attend la dernière minute pour avoir le meilleur prix possible, mais il va faire un move. Il sait qu'il doit faire un move. Je pense que le timing est là. Il faut juste pas qu'il se fasse trapper dans à attendre trop longtemps puis de se faire pogner. Mais j'ai confiance qu'il soit capable de bien le timer. Mais moi, je m'attends à un move. Effectivement, il reste quoi, là? 3 semaines avant la fin avant la fin des périodes des échanges. À peu près 3 semaines, ouais. Donc, moi, je m'attends, c'est ça, que ça se fasse dans la semaine avant ou dans les derniers jours avant. Ça va être Moi, personnellement, je pense que ça va être de la location. Je pense pas qu'il va y aller pour un move comme Duchesne ou de quoi de même. Je pense que c'est ce move-là de long terme. Je le crois encore que ça va se faire ça va se faire plus cet été. Comme Plekanec qui protégera pas. Moi, d'après moi, il va peut-être le dealer cet été, mais je pense que Plekanec a son importance comme 3e centre présentement. Tu crois pas Duchesne, toi? Non, pas en tout. Même pas une fraction de seconde. Non, parce que le luxe que Sakic a, c'est qu'il peut attendre. Fait que Sakic lui dit, moi, je veux ça, moi, je te donne pas ça. Même si Bergevin avait des contrats, il dit non, il va dire non, je veux ça. Je m'en fous, mais l'échanger cet été, il reste 2 ans de contrat. Il s'en fout. Il est pas UFA. Fait qu'il y a le gros bout du bâton pour se dire, si vous voulez pas me donner ce que je veux, je m'en fous. Il n'y a pas une équipe qui va l'avoir avant la date limite. Ils vont l'avoir l'année prochaine. Oui, mais je pense que pour ces joueurs aussi, c'est important qu'ils fassent un move, lui aussi, pour l'esprit d'équipe. Pour pas Colorado, Eli. Colorado. Il va recevoir plus cet été qu'il va avoir à date limite. Parce qu'il va avoir plus d'équipes. Il va avoir plus d'équipes qui vont avoir de la place sur le plafond. Parce que là, l'expansion va être passée. Les équipes, ils vont avoir leur masse salariale. Il y a plein d'échanges qui vont se faire. Moi, je dis que c'est là que la majorité va se faire. Je pense qu'il va en avoir beaucoup là, présentement, mais ça va être beaucoup plus pour la location. On pense à un Guy qui aime bien un Vanek. Un Vanek pourrait être un gars qu'on pourrait ramener. Je pense à Patrick Sharp qui devient UFA. Je pense à Oduya, que JD a déjà parlé souvent de Patrick Sharp et Oduya. C'est 2 gars qui deviennent UFA. C'est toute la location, ça. C'est tous des gars qu'à la fin de l'année, tu peux te dire, bon, ben, j'ai pas besoin de les protéger. Parce que là, si tu vas chercher un Duchesne, mettons, puis tu donnes. Mettons, là, puis moi je le fais pas, là, je donne jamais Sergachev. Tu donnes Sergachev un premier choix, faut que tu protèges Duchesne. Donc l'année prochaine à l'expansion, tu perds Byron ou tu perds Dano. Tu sais, là, c'est des grosses qualités-prix, ça. Ça, c'est des gars qui coûtent pas cher, mais qui te rapportent beaucoup. Faut faire attention aussi là-dedans. Moi personnellement, je m'attends vraiment à de la location. Puis ça va être, à mon avis, il va peut-être aller chercher un défenseur pour solidifier la défensive. Peut-être qu'un Beaulieu va être tradé dans cette optique-là. Peut-être un défenseur plus vétéran. L'effet qu'il y a Nesterov qui est là avec Patterson.
Puis je m'attends à voir un top 6 arriver à Montréal parce qu'on s'entend qu'il en faut un. Avec le retour de Gallagher, si tu mets, mettons, Dano ou tu mets Galchenyuk en haut, moi, voir Dano avec Gallagher puis un Sharp ou un Vanek, c'est un bon deuxième trio, ça, pour moi. Fait que moi, entre le 13 et le 17 février, c'est là que le Canadien a ses 5 jours consécutifs. Là, ça, ça a été négocié dans la convention là, pour le match des étoiles, faire le 3 contre 3. Toutes les équipes ont 5 jours de congé. Ça, le Canadien, lui, c'est entre le 13 et le 17 février. Moi, je m'attends, là, puis je vais être en record même, j'ai enregistré. Entre le 13 et le 17 février, je m'attends à 1 ou 2 moves de Bergevin. Donc, dans la semaine, donc, petite 2 semaines. Parce que cette semaine, là, il joue 5 games en 8 soirs. Mm-hmm. C'est assez difficile de compléter un échange quand tu es en train de traverser une période comme ça. Mais après ça, là, tout le monde est en congé, toute l'équipe est en congé pendant 5 jours. Bergevin, lui, là, Bergevin, il travaille présentement là, pour le faire, mais d'après moi, là, il va prendre une décision, puis c'est probablement ça qu'il dit aux autres DG. Là. Moi, je vais prendre ma décision là, cette semaine-là. Ouais, peut-être. J'espère, en tout cas, j'espère qu'il ne délera pas Sergachev. Moi, je pense que Sergachev, pour lui, c'est un intouchable. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez, là, vous parlez tout de location, qu'on ne peut pas vraiment se permettre de plus qu'une location, mais je vous pose la question, est-ce que à court ou moyen terme, mettons, dans les prochaines, cette année ou l'année prochaine, là, est-ce qu'on est capable d'avoir un top 6 permanent? Oui, en échangeant Plekanec. Dano se ramasse 3e centre. Changer Plekanec, c'est un... Non, mais cet été, mais ça va être facile à faire. Cet été, là, il va rester 1 an à Plekanec à 5 millions de salaire. Écoute, Élie, il va rester 1 an à Plekanec à 5 millions de salaire à 6 millions de cap hit. Une équipe qui va atteindre le plancher. Si Plekanec reste un gars efficace, là, je pense que les autres DG ils sont pas capables et ils le voient, là. Mais là, présentement, ils gagnent 7 millions de salaire, ils gagnent 6 millions de cap hit. Il y a une équipe pour 1 an. Tu peux mettre... Moi, d'après moi, Las Vegas va le ramasser parce qu'il va falloir qu'il atteigne le plancher. Si Las Vegas ne le ramasse pas, à mon avis, t'es capable d'avoir un choix de 3e facilement pour Plekanec. Facilement. Fait que cet argent-là, on va pouvoir l'avoir parce que là, Flynn va partir, tu payes Radulov avec ça. Galchenyuk, tu payes Desharnais. Desharnais s'en va, tu payes Galchenyuk avec ça. Fait que l'argent, il est en masse, là. Il va en rester. Si t'échanges Plekanec, t'as l'argent pour le top 6. Moi, je vois ça comme ça. En tout cas, je sais pas comment lui il voit ça, je peux pas le savoir, là. Mais moi, je pense que ça va être assez facile à faire. Pour 1 an, Plekanec, une équipe comme l'Arizona qui ramasse toutes les garbage un peu qui se promènent pour Mistrov, ils vont tout ramasser les autres qui n'avaient pas. Là. Moi, je me dis que pour 1 an, Plekanec va être facile à échanger cet été. Mais je pense qu'il est important cette année comme 3e centre. Pour répondre à ta question, Élie, moi, je trouve que c'est possible de se trouver un gars comme... pour moi, là, si mettons, là, Joe Sakic vient me voir et il me dit, écoute, là, ça me prend Sergachev 1 contre 1 pour Duchesne. On va dire de quoi, je peux pas le faire à cause du plafond salarial, mais prends des harnais, là, puis je vais le faire, si j'ai de la place sur le plafond. Oh, tu donnerais Sergachev, moi même pas 1 contre 1. Moi, je donnerais... Sais-tu pourquoi je donnerais Sergachev? Parce que Duchesne, c'est un atout prouvé. C'est un joueur de la Ligue nationale prouvé, un compteur de 30 buts prouvé, un gars qui a presque 1 point par match. C'est prouvé. Moi, pour moi, Sergachev, moi, pour moi, tu bats potentiel. L'autre, il y a un potentiel, mais tu le sais pas. Ouais, mais Sergachev, on ne sait pas. Yulson, je le donnerais. Je serais prêt à le donner pour un Duchesne, ça j'ai déjà dit, ou pour Landeskog. Mais Sergachev, pour moi, les autres, ils veulent Sergachev. Moi, non. Moi, ce que je te dis, c'est que un tien est mieux que 2, tu l'auras. OK? Ouais, Sergachev va permettre aux Canadiens d'aspirer à la Coupe pendant longtemps. Ce genre de défenseur-là, c'est important de n'avoir. Si tu ne pas... Moi, si on fait ce move-là, je pense qu'on va le regretter toute notre vie, man. On va regarder ça, on va dire McDonough, on va penser à ça. Parce que je pense que Duchesne, vers 31-32 ans, tu vas le voir ralentir à mort, ce gars-là. Puis il est à signer dans 2 ans. Il va demander combien d'argent? 7-8 millions? Si Duchesne t'empêche de signer un Price ou un Pacioretty, moi, je touche pas à ça. Ouais, mais t'oublies, il y a une autre affaire, moi, je pense. C'est que j'ai vraiment l'impression qu'on va pousser pour que ça soit Beaulieu qu'on échange et non Sergachev. Je suis d'accord. Oui. Tu sais, puis c'est peut-être pour ça que ça stagne. Si le Canadien avait consenti à donner Sergachev, j'ai bien l'impression que le move aurait déjà été fait. Ben moi, j'avais un tweet que j'ai proposé, puis je veux savoir si vous êtes d'accord avec ça, les boys. Moi, j'ai proposé Nathan Beaulieu, Nikita Sherbak, un premier choix en 2017 et le 2e choix en 2018 contre Duchesne. Je trouve que c'est un move qui est équitable. Beaulieu est déjà établi.
T'as Sherbak, potentiel top 6. Tu donnes ton premier choix en 2017 puis un deuxième choix en 2018. Je trouve que c'est en masse donné pour Duchesne pour moi. Puis tu touches pas à Yulson puis tu touches pas à Sergachev. Je vois pas comment Sakic peut demander plus que ça. C'est quand même beaucoup, là, on va se le dire. Sakic peut te demander McCarron, par exemple. C'est bon. Je sais pas. Mais mon trade, là, à la base, Sherbak, Beaulieu, premier choix, deuxième choix. Trouves-tu que ça a du sens? Oui, mais c'est trop... c'est cheap. Tu sais, t'as quand même un premier choix là-dedans, là. Tu sais, là, c'est un premier choix, puis un deuxième choix, là. Le premier choix cette année, ça vaut que dalle. C'est ça, la style d'affaires. Ben, ça reste un premier choix. On peut pas dire que ça vaut que dalle. Il y a des... Non, mais tu sais, ça vaut la moitié de ce que ça valait l'année passée. Tu sais, c'est quand même considérable, tu sais. Mais, mettons, OK, je sais pas, un Beaulieu, McCarron, un premier puis un 2. Hey, j'aurais de la misère parce que McCarron, je sais pas, ça semble équitable, je suis d'accord avec toi. Tu sais, Nashville aurait offert, puis c'est vrai, là, Guy l'a mentionné, là, aurait offert Ryan Ellis, Samuel Girard, Fabro, puis avec un premier choix contre Duchesne. On n'a pas les outils pour vous donner ça, là. Ben, oublie ça, c'est cheap, qu'est-ce que je suis en train de proposer. Ouais, quasiment moi ici, là, tu sais, je vois là, puis je suis comme moi, là, dans le fond, tu sais. Ellis supérieur à Beaulieu. Girard... Qu'est-ce que t'es prêt à donner? Pardon? Qu'est-ce que t'es prêt à donner, toi? Pour Duchesne? Faut donner ce que l'autre équipe a besoin. Oublie, pour moi, c'est... S'ils demandent Sergachev, c'est qu'ils veulent Sergachev. Si on donne pas Sergachev, il y a une autre équipe qui va donner un Sergachev. Mais tu penses pas qu'un Beaulieu qui a justement prouvé... Non, c'est pas un Sergachev, en toi. Non. Mais ça pourrait faire partie d'un package. Non, je crois pas. Ça va assez? Moi, je te dis que l'équipe qui obtient le meilleur joueur est l'équipe qui remporte l'échange. Mm-hmm. Parce que la quantité n'égale pas la qualité. Ça n'a jamais fonctionné de même. Là, je suis d'accord avec les gens qui disent que Sergachev, c'est ce qu'on appelle en anglais un blue chip, OK? C'est un top prospect, OK? Il peut devenir un prochain gagnant du trophée Norris. Je me souviens, moi, ici à Vancouver, le monde disait Alex Edler, c'est le prochain gagnant du trophée Norris. Il était vu comme Sergachev. Alex Edler, c'est un bon défenseur, mais c'est pas un premier défenseur dans la Ligue nationale même. Puis il n'y a pas à dire, là, il était bon, là. Puis tout le monde le voyait là, comme étant un des meilleurs. Mais le développement d'un joueur, tu ne peux pas le prédire. Tu peux seulement estimer le potentiel jusqu'où ils peuvent aller. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont plafonner. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit un tien est mieux que deux, tu l'auras, parce que le plafond du gars que tu obtiens, tu le connais. Ah, je sais, mais tu sais, ça revient à l'échange. On a eu Scott Gomez dans cet échange-là, on a eu le meilleur joueur. Non, on n'avait pas de meilleur joueur là-dedans. Ben, Gomez venait de connaître des bonnes saisons avec les Rangers. Il y avait des saisons de 65-70 points en arrière de la cravate. On donnait un prospect en McDonough qu'on savait pas trop avec Chris Higgins. On n'avait rien donné, puis là, tu sais comment ça a fini. Moi, c'est ça qui me fait peur. Je suis pas d'accord, parce que Gomez, c'était pas le meilleur joueur, parce qu'il commençait à descendre déjà. On le voyait qu'il commençait à descendre. Puis en plus, son cap hit était bien trop haut. Fait que ça, c'était juste un mauvais échange, période. C'était pas là, le calibre. Là. En ce qui me concerne, là, c'était pas le calibre. Mais reste à savoir. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a je pense qu'ils vont regarder à Nugent Hopkins. Oh. Ça, c'est mon gut feeling. Là. Il va être moins cher que Duchesne. C'est là qu'ils vont regarder. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est intéressant comme piste. Allez, boys, on va donner allez-y avec vos prédictions sur le chat. Je vais marquer ça. Attends un peu, je vais aller chez mon cahier. Ah ouais, live. En direct. On est en direct. Hey, remonte tes culottes, man, on voit ta craque. Personne n'a eu la bonne prédiction contre les Flyers. On n'a pas eu de prédiction pour le match des Caps. J'avais prédit 3-2 Caps, anyway, fait que... on va y aller avec les prédictions du chat. Allez-y sur le chat, c'est le temps de donner vos prédictions. Je vais vous donner les statistiques vite faites des deux équipes de demain qui s'affrontent. Ils ont 64 points, les Oilers, au 10e rang de la Ligue nationale. Le Canadien a 67 points au 6e rang. 4 ans de différence pour 3 points. Les buts par match, le Canadien à 2,98 au 7e rang. Les Oilers, 2,81 au 11e rang.
En défensive, les buts alloués, 2,48 pour le Canadien au 7e rang. Les Oilers à 2,54 au 8e rang, juste en arrière du Canadien. Le power play du Canadien à 23,2% au 3e rang, c'est quand même excellent. Celui des Oilers n'est pas négligé à 20,5% au 14e rang. Mais fiez-vous pas au 21,4% parce qu'il y a du punch à l'attaque avec Draisaitl et Burley, nommez-les. Des avantages numériques du Canadien est au 22e rang à 79,2%. Celui des Oilers est à 82,1% au 15e rang. Bien sûr, celui qui domine dans les points, c'est McDavid contre Pacioretty, bien sûr. Et Adam Larsson qui a plus de mises en échec qu'Alexis Emelin cette année pour les Oilers d'Edmonton. Auriez-vous cru ça? Non, c'est vrai. Il y a 162 mises en échec contre 155 pour Alexis Emelin. Bon, les boys, votre prédiction pour demain? On sait pas c'est qui goal. C'est qui goal demain? On est dans le blanc total. Moi, je pense qu'on va voir Price parce que c'est un match premier au Centre Bell. Mais on n'a aucune idée qui va être dans les buts demain. Ça peut influencer la décision, en effet. Donc, on va prendre vos prédictions. Je vais commencer avec toi, Ali. Quel genre de match t'attends puis ta prédiction? Comme je l'ai dit tantôt, je m'attends à un match rempli d'erreurs et d'excitement. Je pense qu'on va avoir le droit à un spectacle parce que les deux équipes vont faire des gaffes à cause que c'est un match de jour, à cause que le Canadien est fatigué. Je m'attends que ça soit un match offensif. On n'est pas fatigué, arrête avec ça. Ben, veux pas, regarde, on va avoir joué 2 matchs en 2 soirs, puis veux pas, le lendemain à midi, on joue un autre match, les jambes suivront pas. Tu sais, ton corps est habitué de mettre à ton prime pour une certaine heure. Ils seront pas à leur prime demain. Ah, mais les joueurs, à vous, aimaient ça jouer en après-midi, hein, parce qu'il n'y a pas de tétage dans la journée. Ben, ils aiment ça parce qu'ils peuvent foirer le reste de la journée. Ouais, mais c'est 2 heures plus tôt pour les Oilers, là. Ouais, c'est vrai. Puis comme tu dis, ici, l'attrait du pari, mais je pense que c'est plus le pari maintenant. Là. C'est rendu d'autres. Le pari, c'est rendu out. Mais tout ça pour dire que je pense que je m'attends à un match je m'attends à un spectacle. J'espère que c'est ça qu'on va voir. J'ai hâte de voir. Je pense que ça va être 4-3. Pour qui? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est. On flippe un coin, puis on va dire Canadien. T'as dit, t'es quoi ton score, excuse-moi? 4-3 Canadien. 4-3 Montréal. Alright, JD. J'ai 3-2 Canadiens en prolongation. Je m'attends que ce soit Montoya qui soit devant le filet. Price a reçu plusieurs lancers aujourd'hui, donc je m'attends à Montoya. Ça n'a pas été annoncé en passant, là, pour ceux qui demandent sur le chat. Mais je m'attends à ce que Montoya... Price n'a pas gaulé 2 matchs en 2 soirs cette année, je pense pas. Peut-être une fois, mais je pense pas qu'il l'ait fait. À date, non. Non. Donc, puis il y a eu une 50aine de lancers aujourd'hui, donc je m'attends pas du tout à ce qu'ils jouent demain. Ils prendront pas cette chance-là. Mais de toute façon, peu importe. Je veux dire, Montoya, il joue bien quand même. Fait que je m'attends à 3-2 Canadiens. Je m'attends à ce que le Canadien sorte fort puis qu'ils prennent une avance. Les Oilers vont revenir fort en troisième période, vont créer l'égalité. Puis on va voir un gars comme Paul Byron, peut-être, qui va marquer le but gagnant sur un breakaway, sur un échappé en prolongation. Que ça devient spécifique, JD, man? Oui, puis il va compter à 2 minutes 23 de la prolongation. 2 minutes 23. Je pense de Plecanet. Ben, moi, si j'ai mon Si score à 2-23, man, ça va être épique, ça, là. En tout cas, Yannick, moi, si j'ai mon herboriste, lui, il a clairement sa masseuse. Ça lui a ouvert l'esprit, man. Il est rendu précis, man. À la minute près. J'ai vu ça dans mon verre de bière. Quand on est relax, hein, on a comme des visions. Tu sais, quand tu tombes dans un état d'apesanteur un peu, il y a comme des visions, il y a tout vu ça. Moi, personnellement, je m'attends à Price demain. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. 2 matchs à domicile, un match premium. Les partisans. Puis l'effet que Michel Terrien, hier, a pas dit c'est Price demain puis Montoya dimanche, comme il fait toujours avec les back-to-back. Puis je pense que l'effet qu'on vient de perdre 2 matchs de suite, je suis persuadé qu'il va revenir avec Montoya demain pour essayer de freiner parce que le Canadien, ça va jouer 2 matchs à l'étranger. Fait que je m'attends de voir Price demain, puis je m'attends de voir Montoya contre l'Avalanche du Colorado mardi. Remarquez ce que je vous dis, ça va donner 3 jours de congé à Price avant le match de jeudi. Puis je m'attends à voir ça, moi. Moi, personnellement, je crois que ça va être ça. Puis l'effet qui n'a pas été annoncé, si ça aurait été Montoya, normalement, Terrien l'annonçait à soir. Il l'aurait dit. Puis l'effet qu'il vient de perdre 2 matchs, puis qu'on s'en va au Colorado, je pense que c'est là que Montoya va avoir le départ. Ça va donner du congé à Price. Je vais y aller avec 4-2 Montréal avec Price, mais 5-3 avec Montoya, mais je suis encore persuadé que ça va être Price. Merci beaucoup, les boys, d'avoir été là. Merci beaucoup, JD. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Ellie. On vous rappelle demain qu'il n'y a pas de show. Demain, il n'y a pas de show, on prend relâche. Donc, on va se revoir mardi pour un avant-match. Hey, avant que tu partes, là. Ouais. Y a-tu des amateurs de football aussi? Ouais, attends, je vais donner une prédiction du monde sur le chat. Puis après ça, on fait notre score pour le football.
Ça marche Okay. aussi, ça, JD? Oui. Pops qui a prédit 4-3 bleu, blanc, rouge avec Price. Guy, 5-3 Montréal. Sylvain, 3-1 Habs. Et JD, pourquoi j'ai marqué JD? Tu sais, j'ai marqué 2 fois. Ah ouais? Ouais, plus ton 2 Ben, j'ai donné beaucoup de détails. C'est ça. Ouais, c'est ça, elle est vraiment détaillé. Football, c'est qui est Falcons, qui est Patriot. Ellie va commencer avec toi. On n'est pas des spécialistes, on y va comme ça. J'ai pas écouté un match de football de l'année, mais écoutez lui demain. Fait qu'on va y aller comme on pense. Là. Moi, je suis fuck all un connaisseur. Okay? Moi mais OK, vraiment, là. Mais j'apprécie beaucoup. Je trouve que, je trouve que c'est un des plus beaux sports. J'adore le jouer. Je trouve que stratégiquement, c'est le sport le plus élaboré qu'on a à date. C'est un petit peu comme une simulation de guerre à résumer à une vingtaine de gars, genre. Mais demain, qu'est-ce que je pense? Moi, regarde, je veux que les Patriotes perdent. Je sais pas, man, je les aime pas. Je suis tanné qu'ils gagnent. Brady, c'est cool, c'est correct, c'est un bon joueur, mais je pense qu'on est rendu à d'autres choses. Puis je pense que les Falcons ont une grosse attaque, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, je m'attends à ce que ça soit la fin d'une époque, puis le début d'une nouvelle. Ouais. Donc, Falcons. Le score, je sais pas. Là. Score, vas-y à peu près. Là. Pas 2-1, là, ça se peut pas. Là. 38-27. Wow. 38-27. Ellie, on voit qu'il connaît. Non, mais tu attends de voir le mien. Je trouve que c'est pas pire ce que tu viens de dire. Vas-y, JD. Moi, j'ai choisi. Je trouve que les Patriots ont trop d'expérience avec Belichick et Brady. Je pense que c'est vrai que ça va être un match élevé au pointage parce que les défensives, malgré que les Patriots ont la meilleure défensive de la Ligue, ils n'ont pas été testés comme une équipe comme les Falcons. Mais je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de points qui soient marqués. Donc, moi, j'ai choisi, écoute ça, Ellie, 38-31. Fait que c'est pas mal proche. Il y en a d'autres aussi là, dans notre équipe. Olivier, par exemple, il a pris Patriot 35-24. C'est assez élevé aussi. Steve, lui, a pris 34-30 pour Atlanta. Donc, encore beaucoup de points. Puis le Boucher de Candiac, 27-21 pour les Patriotes. Donc, on a eu plusieurs points moi, de notre équipe. La quote que j'aime le plus, puis même c'est celle-là qui je pense qui résume le mieux le show, c'est Wingster qui l'a. Il dit « Moi, ce que j'aime du Super Bowl, c'est qu'après, il n'y a plus personne qui parle de football. » Je suis un peu d'accord. Wingster qui prédit une victoire de 38-20 les Patriots. Guy, 37-30 les Falcons. Moi, j'ai prédit 35-27 les Falcons. Et je prédis que les Patriots vont avoir le ballon. Dans la dernière possession, au 4e quart, genre à la zone de 30, qui vont avoir besoin absolument d'un toucher, puis que les Falcons vont les arrêter. Donc, ça va finir par 8 points. Je m'attends que ça finisse par 8 points. T'sais. Avec la conversion de 2 points, je connais un peu le football, même si je n'ai pas suivi la saison. Moi, je suis comme Ellie un peu. Je suis comme tanné de voir les Patriots. Là. J'ai un grand respect pour Brady, qui est tant qu'à moi un des plus grands quarterbacks de l'histoire. Mais je pense que ça sera le temps de donner le flambeau à Ryan. Là. Pas parce qu'il dit 33-30, lui, pour le Super Bowl. Il m'a pas dit pour qui, par exemple. J'ai pas pour qui. T'sais, il me dit 33-30, il peut pas se tromper. Ouais, c'est ça. 33-30, ça finit 33-30, on va dire j'ai eu bon score. Donc, on vous remercie beaucoup tout le monde encore une fois. Oui, toi, Mike. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été là encore une fois. Merci beaucoup, Ellie. Ça fait plaisir, man. Right. Bonne relâche demain, Yannick. Ouais, bonne relâche. Pour les Falcons, c'est pas qui dit. Ouais, demain, on va prendre un petit dimanche de congé, on va écouter le Super Bowl, ben relax. La blonde n'est pas là, fait que tout seul avec le chien et le chat. That's it. On vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là. Vous avez écouté Hockey sans limite. Nous, on se revoit mardi. Oui, on se revoit mardi pour un avant-match canadien qui affronte l'Avalanche du Colorado. À noter que le match de mardi et de jeudi est à 21h. L'avant-match, nous, ça change pas. 18h30 mardi, on va être là avec vous autres. On vous souhaite un excellent match demain, Canadien Oilers. Un excellent Super Bowl Falcons Patriots. On vous invite à nous suivre sur Twitter, la commercial HockeySL, notre page Facebook Hockey sans limite et notre site web. On vous donne rendez-vous mardi. Bon début de semaine à tout le monde.